Fable. La geisha, le daimyo et la tigresse. Une fable japonisante du sieur Évrard Sylvestre, écrite en février 2020. Au temps de l'ancien empire nippon, se jalousant du shogun les privilèges, les puissants seigneurs épuisaient toutes les stratégies des conseilleurs pour consolider leur pouvoir au soleil levant. Plusieurs siècles se sont écoulés au pied du mont Fuji depuis que ce drame se fut joué à fleur des tatamis de la plus vaste salle d'un richement décoré château, propriété d'un non moins noble et ambitieux daimyo. Les rivalités et les crimes se croisaient dans l'ombre, chacun poussant ses pions sur l'échiquier sanglant de la cupidité et déshonneur avant que la tombe ne les eût engloutis une bonne fois dans le néant. Ainsi, ce jeune gouverneur, dont nous tairons ici le nom, avait organisé en sa demeure un immense et délicat festin assorti de diverses voluptés accompagnées de musiciens, en vue de s'attirer de hauts dignitaires la fructueuse affection. Au jour de l'invitation, ils parurent avec leur suite surpeuplée, samouraïs, lanciers, porteurs, suivantes et palefreniers, auxquels s'ajoutaient servantes, médecins et conseillers. Des luxes de leur hôte, tous avaient l'ordre de bien profiter. Impossible de caser tant de monde à l'intérieur de l'enceinte. On dressa donc des campements aux abords des remparts. Nobori et Sashimono, plantés en carré, aux surfaces disjointes, délimités au suivant des clans, des domaines provisoires. Le soir venu des festivités, depuis les immenses cuisines du château, on n'oublia point d'y faire porter des victuailles en quantité. Bien vite, les campeurs éméchés se mélangèrent pour chanter au son des tambours, des shamisen, des shakuhachi et des koto. Beaucoup ont de modestes origines paysannes qui ont émigré vers les grandes métropoles, accablées et décimées par les famines, dues aux guerres fratricides et domaniales des seigneurs de guerre, la servitude volontaire, gagée au moins d'un peu de riz et de farine. Bien à l'écart, les samouraïs, souvent imbus de glorioles superficielles, ne se mêlaient jamais à ceux qu'ils ne considéraient qu'en tant que chair à trancher, qu'on suspendait pour s'entraîner en vue de la prochaine guerre. Ces tueurs héréditaires étaient prêts à tout pour servir des maîtres cruels. Au cœur du château, le saké coulait à flot depuis longtemps. Les danseuses, acrobates et acteurs épuisés s'étaient éclipsés. Se tenaient éveillés quelques serviteurs et geishas de second rang. Timides, méfiantes devant l'ébriété, l'ambiance restait crispée. Une seule chantait encore et brillait par une beauté envoûtante sortant du lot. Consciente des regards enflammés des invités sur elle glissés, Misuko
on ressentait physiquement les effets impudiques des chevilles à la nuque. L'attention générale lui échappant, le daimyo l'interpella d'un ton brusque. Comme elle hésitait à obéir promptement à ses insistantes injonctions, le maître bondit vers elle en furie, dardant d'un bras tendu son éventail replié en signe de menace imminente. Il la saisit par le bras sans aucune précaution, tandis qu'elle couvrait sa honte de sa longue manche de soie brodée. Ce faisant, il congédia gardes et domestiques qui tirèrent en sortant les shoji. Puis il la ploya à genoux au milieu des tatamis, bafouant le code d'honneur dû à son rang. La fébrile Misuko n'osa réagir, plus savant car ici rien ne lui appartient, même pas sa vie. Surpris mais ravis, les invités de marque, ivres de désir, n'en demandaient pas tant. Passé le choc de l'inattendu, le kimono et le obi furent vite dégagés par une main à droite. Tout le reste suivit avec vigueur, hormis les tabis, pour tout voile de chasteté sur ce magnifique corps de jeune femme parfaitement galbé de courbes délicates, enrobée d'une peau si fine et si fragile, tel le pétale du lys au reflet nacré. La meute, désinhibée des ivrognes, bave aux lèvres, se rassembla autour de cette proie trop facile qu'on leur jetait sans contrepartie ou en pâture. Alors se succédèrent en rafales ignominieuses ces grossiers vautours, se délectant goulûment de cette chair innocente par d'impudiques morsures. À l'écart, s'éventait d'un geste lent et obscène par son indolence, le daimyo savourant les détails des audaces de la curée sauvage. Le sacrifice non consenti de la fille n'avait pas la moindre importance, car les développements qu'il en projetait serviraient son lignage. Au petit matin blafard, couinait un mulot sous les serres d'une buse. Sans doute nichée quelque part en soupente du donjon, elle réveilla les convives assommés par un sommeil profond. En partant, on remercia, tête baissée, le seigneur tout à sa ruse. Misuko gisait inerte, lové dans le grand vide au relent poisseux, abandonné, tel un insignifiant déchet par les rassasiés nauséeux. Le maître, indifférent à l'état alarmant de l'infortunée geisha, ordonna stoïquement qu'on la laissât là. Les shoji on referma. Ce ne fut qu'au 3e crépuscule que Misuko reprit conscience. Le visage tuméfié et boursouflé par les contusions violacées, une paupière lourde parvint à se soulever malgré la souffrance. L'autre œil lui sembla avoir été excisé. Elle resta là, couchée. Paralysée par le dégoût, cisaillée de douleur, ses pleurs avaient séché. Cette unique prunelle épargnée lui découvrit sous un nouveau regard toutes les peintures majestueuses autour de la salle vidée qu'à cause du nombre d'invités, elle n'avait pas vraiment détaillées. Nonobstant sa modeste pratique en la matière, elle reconnut l'habile travail d'un maître célèbre
pour ces paysages profonds et légers, où s'ébrouent des moineaux discrets aux côtés de tigres paisibles. Il semble presque vivant parmi les précieux pigments employés. Les montagnes rappellent au spectateur le poids écrasant du monde, tandis que les rivières lui signifient l'immuabilité du temps fugueur. Le pinceau vivace l'informe du caractère éphémère de la vie, et les fleurs invoquent sa fragilité croissante sur les pentes mortelles bordant l'onde. Quant aux tiges, dont la puissance colossale s'impose et demeure, ne sont en réalité que des chimères au pays du soleil levant. Mais ils fournissent aux hommes l'illusion du contrôle sur le présent, alors que les piafs se jouent joyeusement du joug de la pesanteur. Le fort et le faible se côtoient dans une douce et champêtre harmonie qui est étrangère à l'humanité, aux prises avec de bien inutiles conflits. L'adversité cupide n'existe pas dans la nature, où les kami veillent cachés. Ses lois et ses principes ne sont pas celles que l'humain seul s'est fabriquées. Ces images peintes se révélèrent à Misuko telles de saintes apparitions, alors que la mort semblait lui caresser doucement la nuque meurtrie. Pourquoi les puissants commanditaires de ces si admirables visions, toutes tissées de pieuses vérités, les ignoraient-ils avec mépris? Sa vue ne put se détacher d'une tigresse reposant au bord du flux. Peinte avec une ferveur rythmée, elle lèche les flancs de son rejeton. Un enfant dont Misuko ne connaîtrait jamais la joie de la conception, pas plus que la chaleur de ses baisers et de ses petits bras tendus. À cette navrante perspective, elle s'effondra intérieurement sans un son. Ces illuminations l'extirpèrent du triste endroit vers de spirituels transports, autorisant son âme à s'affranchir du réel, tel un vaisseau quittant le port. L'esprit enfin délivré s'envola loin des ténèbres et de ses fielleux démons. Léger, il abandonna derrière lui des flots de larmes bleutées et aiguisées, noyant la plaine où éclatait un orage lumineux, criblant le château d'éclairs. Ces titanesques intempéries donnèrent aux cieux la mesure de son amère et totale incompréhension face à un tel déluge de si masculins péchés. La beauté avait encore une fois subi la convoitise du désir débauché de personnages incapables d'en mesurer la majestueuse fragilité. C'est l'indispensable nécessité d'être admiré de manière distanciée qui permet aux geishas de sourire aux sincères marques de respect. Épilogue. Cette nuit-là, on n'entendit ni cris, ni râles, ni feulements dans les couloirs. À l'aube, quand on ouvrit, la salle restait close avec une certaine angoisse. Les servants découvrirent partout d'étranges traces de sang sec et noir, mais aucun corps, sinon ici et là des lambeaux de tissu filasse.
On courut donc au donjon avertir le daimyo de ce tragique mystère. Alors, jusqu'au village, on entendit les déchirants hurlements poussés par les occupants du château. Geishas, gardes et samouraïs choqués ne parvinrent à sortir le maître d'un coma plus cruel que les enfers. Car son visage glacé et glaçant s'était figé dans une attitude grotesque, muni de terreur, tel un masque no, aux yeux grands ouverts et à la bouche bée. Les ongles plantés dans le sol et les membres tordus rappelaient l'agonie dramatique des pauvres bêtes qu'on chasse et tue sans le moindre procès. Il vécut encore dans cet état quelques années, alimenté jusqu'à sa mort comme un bébé par d'impassibles nourrices assignées qui n'eurent aucun scrupule à le dépouiller.